Vérité au cœur de l'information. Au sommaire de ce journal, le dernier hommage rendu à l'ancien Premier ministre du Togo, Maître Yaovi Agboyibo. Ce jour, il repose désormais dans son village natal à Kouvé, dans le Yotor. La cérémonie d'enterrement a eu lieu en présence des membres du gouvernement et des présidents des institutions de la République. Le 31 décembre prochain prendra fin le projet d'opportunité d'emploi aux jeunes vulnérables. La Banque mondiale et la NADEB font le tour des villages bénéficiaires pour évaluer l'impact de ce projet dans le quotidien des populations à la base. Et puis, l'actualité, c'est aussi le concours de beauté Miss Togo qui, des 25 candidates en lice, va rafler la couronne de l'édition 2021. C'est à suivre en direct sur la télévision togolaise à partir de 21h. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Les ultimes adieux à l'ancien Premier ministre Maître Yaovi Madji Agboyibo, décédé le 30 mai 2020. L'illustre disparu a été conduit à sa dernière demeure ce jour dans son village natal à Kouvé, dans le Yotor. Un hommage national empreint d'émotion lui a été rendu sur place en présence des membres du gouvernement et des présidents des institutions de la République. Nous y reviendrons. Le ministère en charge de la jeunesse s'active pour l'épanouissement de cette dernière. Des rencontres d'échange sur les opportunités qu'offrent les différents mécanismes mis en place par le gouvernement pour leur insertion socio-professionnelle sont organisées à cet effet. Le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a honoré de sa présence à la rencontre du jour. Ramdan Bassina. Pour son développement, le Togo peut compter sur sa jeunesse dynamique, engagée et audacieuse. Cependant, il faut prêter une oreille attentive à ses espoirs et son désir d'épanouissement. L'État a mis en place différents mécanismes et programmes pour répondre à ses besoins. Force est de constater que peu connaissent ces dispositifs. Le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes les convie à cette rencontre à se les approprier. Ce que nous avons retenu, c'est que les jeunes ont vraiment besoin qu'on leur apporte l'attention qu'il faut, qu'on les accompagne dans leur parcours d'insertion, qu'il s'agisse d'insertion sur le plan économique, mais aussi de l'insertion sociale. C'est de multiplier ces genres de rencontres, parce que quelquefois, ce qui embête les jeunes, c'est qu'ils n'ont pas l'information. Et donc, ils ont besoin qu'on leur apporte la bonne information. Les mécanismes sont là. Il faut approcher les structures dédiées, se faire accompagner et faire éclore son génie créateur. Telle est la teneur de ces échanges. Une plateforme d'écoute, d'information et de communication voulue par le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Sachez que lorsque le gouvernement se met à vos côtés, c'est pour faire de vous des champions. Et vous, en tant que jeunes, vous devriez travailler avec ardeur, sérieux et professionnalisme en saisissant toutes les opportunités qui s'offrent à travers la feuille de route gouvernementale. Opportunités dans divers domaines, l'agriculture, le numérique, la logistique, l'énergie, les services et que sais-je encore. Les réformes initiées au cours de ces dernières années dans notre pays ont permis à la jeunesse de trouver sa place pour réaliser son plein potentiel. À l'endroit des jeunes, la chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe, rappelle qu'ils sont le meilleur atout du pays. Une jeunesse combative, acteur actif de son développement, à qui elle recommande de tirer profit des écosystèmes déjà en place. Et pour les structures étatiques, elle en appelle à une synergie d'action pour l'épanouissement de la jeunesse. La préservation de la paix et la lutte contre l'extrémisme violent ont été abordées. En
En ce qui concerne le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, EJV, eh bien, ce projet prendra fin ce 31 décembre. Plusieurs villages en ont bénéficié. La Banque mondiale et la NADEB ont fait une descente sur le terrain pour rencontrer les acteurs impliqués et évaluer l'impact du projet dans le quotidien des populations à la base. L'étape de Okama dans les plateaux avec Sylvain Abdou. D'ici le 31 décembre 2021, et ce sera la fin du projet d'opportunité d'emploi des jeunes vulnérables, EJV, un projet dans lequel deux activités sont mises en œuvre, l'AGR et les travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui ont permis aux jeunes la réalisation des pistes, des retenues d'eau et des bassins piscicoles, comme ici à Okama, dans la préfecture d'Amou, l'un des villages bénéficiaires parmi les 200 à l'échelle nationale. Ce bassin piscicole est le projet de développement communautaire identifié dans cette localité. Et le bassin sert aujourd'hui d'élevage de poissons, notamment de tilapia, pour impulser le développement local de ce milieu. On s'est vu que si nous créons un bassin piscicole et nous vendons le poisson, ça va nous aider. Avec ça, on a créé le CG à Okama. Le projet a été entamé en 2017 et piloté par la NADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base, avec le soutien financier de la Banque mondiale. Un projet qui a permis de sortir plusieurs localités de la vulnérabilité. Je suis vraiment impressionnée par l'engagement de la communauté, impressionnée par la solidarité que je vois, impressionnée par voir que EJV a changé complètement la dynamique et la vie, les conditions de vie des populations. La NADEB et la Banque mondiale sont sur le terrain pour évaluer les acquis et l'impact du projet sur le quotidien des populations. Maintenant, nous procédons dans la dynamique du partenaire qui est la Banque mondiale à l'élaboration des documents de clôture. Et quand il s'agit de la clôture, il faut des visites de terrain pour échanger avec les bénéficiaires directs, voir tout ce qui a été fait. Outre la visite, la mission a également échangé avec tous les acteurs, dont les ONG partenaires. Aujourd'hui, avec le projet EJV, il y a cette cohésion sociale. Les gens se mobilisent. C'est-à-dire restent ensemble pour apporter un plus au développement de leur communauté. Ce projet a permis d'enrôler plus de 14 000 jeunes pour le compte des travaux à haute intensité de main-d'œuvre et 11 000 jeunes pour les activités génératives de revenus. Et à ce propos, justement, nous sommes sur ce plateau avec Madame Mazalo Katanga, directrice générale de l'ANADEB. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame. Alors, qu'est-ce que ce projet a apporté dans la vie de ces 14 000 jeunes? Merci beaucoup. Et le projet d'opportunité pour l'emploi des jeunes vulnérables a enrôlé plus de 14 000 jeunes. Et ces jeunes ont pu travailler autour des projets d'intérêt commun de leur communauté. Vous avez parlé tout de suite de Okama où les jeunes ont travaillé à la mise en place des étangs piscicoles dans lesquels ils élèvent leurs poissons et qu'ils vendent et que les revenus de cette vente aident à d'autres projets communautaires. Donc, quand on parle de EJV chez les jeunes, on parle aussi de l'alphabétisation parce que la plupart de ces jeunes sont des personnes, sont des femmes et des hommes peu ou non scolarisés. Et donc, il y avait une attention particulière qui a été accordée à leur alphabétisation. Qui parle également de projet EJV, parle aujourd'hui des hectares, au moins 37 hectares de vergers dans 20 villages où les jeunes ont travaillé et donc aujourd'hui ce verger devient la propriété de la communauté. Et qui parle également de EJV parle également de l'accompagnement, c'est la partie la plus intéressante, l'accompagnement de ces jeunes-là dans l'élaboration des plans d'affaires pour leur activité génératrice de revenus et surtout l'implémentation de ces plans d'affaires. Et donc aujourd'hui, nous avons sur les 14 000 jeunes, nous avions pour objectif d'enrôler, d'accompagner au moins 10 000 jeunes. Nous sommes à 11 000 jeunes qui ont pu élaborer des plans d'affaires viables et qui ont été soutenus par le projet. Et sur les 11 000 jeunes, nous avons au moins 9 000 jeunes dont les activités génératives de revenus sont porteuses à ce jour. C'est-à-dire, quand on prend les 9 000 jeunes, ils continuent leur activité et on sent au moins qu'on a, à partir
des entretiens, des enquêtes, parce que c'est un projet qui est en cours de finition. Les études ou les évaluations qui sont conduites nous ont permis de constater au moins 44% de ces jeunes-là qui ont un revenu aujourd'hui supérieur à 40 000 francs. Ce qui est très important pour un jeune qui vit au village. Donc, le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, c'est un projet qui a travaillé pour garder davantage les jeunes au village. Et pour garder les jeunes au village, il faut leur donner des opportunités de revenus. Et c'est ça que le projet EJV a eu à réaliser dans les 200 communautés des 150 cantons les plus pauvres de notre pays. Et quels sont les impacts? C'est vrai, vous l'avez effleuré tout à l'heure dans la première question. Quels sont alors les impacts réels de cette initiative dans la vie de ces communautés? Merci beaucoup, Madame Nadège. Et aujourd'hui, ça va être trop tôt, ça va être trop prétentieux de notre part de parler d'impact. L'impact, il faut attendre quelques moments après la fin du projet pour parler. Mais aujourd'hui, nous avons des résultats et des changements qui sont vraiment intéressants dans ces communautés, surtout dans la vie de ces jeunes-là. Nous avons d'abord, pour le cas des communautés, je parlais tout de suite des reboisements, où au moins dans 37 communautés, 37 hectares ont été reboisés avec des essences fruitières. Donc, c'est des fruits, c'est des arbres fruitiers que les communautés ont identifiés et donc les jeunes ont travaillé autour de ce projet de la communauté. On a au moins 116 km à raison de 2 à 5 km par communauté qui ont été réhabilités par les communautés, par les jeunes. Les jeunes ont travaillé autour de cette question-là. Nous avons aujourd'hui les recettes de production, quand on a écouté l'élément tout de suite de Okama, où la population, à partir de ces étangs piscicoles, a vendu du poisson et a eu des revenus qui lui ont permis de démarrer un autre projet de la communauté qui est un collège d'enseignement d'initiative locale, parce que le village est à plus de 20 km du village de la communauté où on pouvait trouver un CEG. Et ceci a beaucoup dérangé pendant longtemps, a influencé négativement pendant longtemps la scolarité dans cette communauté. Voilà un peu des éléments. Mais nous avons un autre élément qui est assez fort, c'est le vivre ensemble. Très important. Avant, les jeunes nous ont dit dans des communautés qu'on se voyait seulement, on se saluait bonjour, bonsoir. On ne se préoccupait pas de l'un ou de l'autre. Mais le projet nous a amenés à travailler, c'est-à-dire dans chaque village, on avait 70 jeunes qui étaient enrôlés pour au moins 50% de femmes. Voilà. Et donc ces personnes-là ont eu à travailler autour d'une activité ou d'un projet commun à leur village. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce travail-là, le fait de travailler pendant les 80 jours, dont 20 pour les formations, a amené les jeunes à tisser beaucoup plus de relations les uns avec les autres, à être beaucoup plus attentifs les uns envers les autres. Et le projet prend fin le 31 décembre 2021. Oui. Est-il envisagé une nouvelle forme de collaboration, de coopération pour 2022? Oui, merci madame. Avec ces beaux résultats, on ne peut pas partir laisser ces villages. Ce n'est pas possible. Et l'agence qui est encore là continuera son travail en faveur de ces jeunes-là d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est intéressant, nous avons élaboré une stratégie de sortie. C'est vrai que ma ministre n'aime pas beaucoup cette expression de stratégie de sortie. Parce que c'est en fait une stratégie qui nous garde encore dans ce village avec d'autres partenaires. C'est vrai que le financement de la Banque mondiale prend fin, mais on a les mairies qui sont les premiers responsables du développement de leur territoire et sur lesquels vivent ces jeunes. Et donc, on a les mairies, on a les ONG qui sont disposées à travailler avec nous. On a d'autres partenaires qui sont intéressés par certains aspects de ce projet avec qui on peut continuer.
Mais le grand partenaire, c'est le gouvernement togolais qui va aider à continuer l'accompagnement de ces jeunes-là. Et quelles sont les composantes très rapidement de ce projet? Les composantes, nous avons le volontariat communautaire. C'est la première phase, non? On enrôle les jeunes, ils font le travail pour leur communauté. La deuxième phase, c'est le renforcement des capacités et puis l'accompagnement des activités génératives de revenus. Nous avons utilisé l'approche de formation en développement d'affaires, le FODAC, avec l'appui technique bien sûr de la GIZ pour faire ce renforcement des capacités des acteurs. Et nous avons également l'alphabétisation autour de laquelle nous avons eu l'implication des ONG et la dernière composante qui est la gestion du projet. Voilà. Merci beaucoup madame pour cet éclairage et merci d'être passée sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. La chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbé, a accordé une audience à la secrétaire générale de la conférence des ministres de la jeunesse, des sports, de la francophonie. Madame Louisette René Toby est venue témoigner sa reconnaissance aux autorités togolaises pour sa nomination. Des sujets relatifs à son portefeuille ont été également abordés. Yasmine Kodja. Nommé au poste de secrétaire général de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays d'expression française il y a environ 3 mois, Madame Louisette René Toby est venue exprimer sa reconnaissance aux autorités togolaises. Ma nomination au poste de secrétaire général de la Conféges, en ma qualité de 7e secrétaire générale et de première femme à ce poste. Et je sais que le gouvernement togolais a beaucoup œuvré pour que cela arrive. Et il était important, 100 jours après ma prise de fonction, de venir sur place, échanger sur les orientations que je souhaiterais apporter pour que les programmes de la Conféges soient plus attrayants, plus attractifs, plus impactants pour notre jeunesse de plus en plus nombreuse. Le slogan de mon mandat, c'est une Conféges pérenne pour un impact du futur des jeunes. Et ça passe par le développement du sport, le développement des problématiques du numérique, de l'employabilité des jeunes, du loisir et du sport de haut niveau, de la détection et de la sélection des talents. Donc les 2 projets phares que nous souhaitons améliorer pour qu'ils impactent plus, il y a le projet de la double carrière des 10-12 ans en vue des prochains Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar au Sénégal, de la réforme du programme de promotion de l'entrepreneuriat jeune, afin qu'on puisse accompagner des jeunes vers des activités qu'on peut industrialiser, car nous savons tous que l'industrie apporte plus d'emplois et impacte plus nos économies. La sortie de la crise économique liée à la COVID-19, toujours persistante, a également fait l'objet des échanges, vu son impact sur l'entrepreneuriat des jeunes. La première réunion sur la reconnaissance de certification en Afrique a pris fin. 2 jours de travaux ont permis aux États parties de mettre en place un comité de suivi. Des recommandations ont été formulées par la même occasion. Marie-Ange Bida. À chaque pays, son mécanisme d'assurance qualité. C'est l'une des recommandations de la première réunion sur la Convention d'Addis Abeba. En 2 jours, les débats ont été centrés sur la mobilité des étudiants et enseignants en Afrique. Afin que les diplômes issus d'un État puissent être reconnus dans un État autre que ton État, il faudrait quand même que le diplôme soit vraiment un diplôme de qualité. Aujourd'hui, il n'est pas seulement nécessaire de valider les études, mais il est aussi important de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle la validation. Donc, de mettre en place un cadre de qualification. C'est dans ce cadre-là, on doit pouvoir établir ce que nous appelons les référentiels métiers, les référentiels compétences, etc. C'est de mettre en place au niveau de chaque État ce que nous appelons une structure d'information. Il faudrait qu'il y ait au niveau national une structure qui permet de renseigner les gens sur le diplôme délivré par cet État. Le Togo est le tout premier pays à ratifier cette convention en Afrique. La rencontre de Lomé est aussi une occasion de partage d'expériences. Cette session a également montré que les États parties ont des expériences diversifiées grâce au partage de bonnes pratiques qu'ils doivent apprendre
les uns des autres, d'où la nécessité de renforcer la coopération à travers le réseau des structures nationales qui reste à mettre en place. Je reste persuadé que cette convention doit être force de progrès et qu'elle doit être pionnière dans la mise en œuvre de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur. Un comité de suivi va veiller à l'application de ces recommandations, entre autres. Présidé par le Togo, il est composé de 4 membres. Page santé, à présent, le 12 décembre de chaque année est célébrée la Journée internationale de la couverture sanitaire universelle. Ne laisser personne de côté, investir dans les systèmes de santé pour tous est le thème retenu pour 2021. Pour la circonstance au Togo, la ministre déléguée chargée de l'accès universel aux soins a fait le point des actions menées par le gouvernement dans ce sens pour rendre effective l'assurance maladie pour tous. Écoutez cela. D'ici à 2030, toute la population togolaise devra être couverte par une assurance maladie. L'engagement est pris par le chef de l'État, Faure Eswazina Gnassingbé. Le chantier déjà amorcé s'est renforcé avec l'avènement de la pandémie du Covid-19. En effet, cette pandémie qui est un choc sans précédent renforce l'urgence de développer toutes les formes possibles de solidarité pour parvenir à la couverture sanitaire universelle. C'est en ce sens que la feuille de route gouvernementale 2020-2025 a été mise en place avec un accent particulier sur le renforcement du capital humain, notamment en son axe 1 intitulé « Renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et garantir la paix ». Il s'agit ainsi de permettre à chaque personne dans le besoin, quelle que soit sa situation sociale, économique et financière, d'avoir accès aux soins de santé essentiels et de qualité. Mais bien avant la crise sanitaire, le Togo s'est investi à fond sur le sujet. En effet, le président de la République, son Excellence M. Faure Eswazina Gnassingbé, a fait de la promotion de la santé l'une des priorités de son action de développement économique et social. Dans ce cadre et sous son impulsion, le gouvernement a engagé plusieurs actions visant à renforcer le système de santé afin de le rendre plus accessible aux populations tout en assurant la qualité des prestations de soins. Il est important de citer ici la poursuite et le renforcement des différents programmes de gratuité ou de subvention, notamment dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les maladies tropicales négligées, la subvention de la césarienne et bien d'autres, la construction et ou réhabilitation et l'équipement de près de 100 formations sanitaires dans toutes les régions du pays en moins de 3 ans, l'acquisition et déploiement des cliniques mobiles permettant de couvrir les zones enclavées et défavorisées du pays. À cela s'ajoute l'instauration d'un programme de contractualisation des hôpitaux et le recrutement régulier des agents de santé. Tout ce qu'il faut pour améliorer la qualité des soins de santé. Le Togo peut capitaliser sur les expériences de l'INAM, du programme Schoolassure et du programme Wezu récemment lancé pour aller rapidement dans la couverture universelle à l'horizon 2030. La voie est balisée par le vote de la loi il y a quelques semaines par l'Assemblée nationale. Opération Campus propre et don volontaire 200, 2 activités qui ont mobilisé les acteurs de la communauté universitaire de Lomé. Ils ont tous ensemble mis la main à la pâte pour assainir ce temple du savoir. Cette première opération Campus propre a été lancée par le président de l'université de Lomé, professeur Dodi Kokoroko. Marie-Thérèse Nabédé, reportage présenté par Eli Agba Nyadao. L'université de Lomé mobilisée, les premiers responsables en tête. La raison de cette forte mobilisation, 2 opérations. D'abord, pour la propreté des lieux, on prend les balais, roues et coupe-coupe, bref, tout le matériel nécessaire pour assainir le campus universitaire. La journée du 10 décembre est particulière pour les droits de l'homme et l'université célèbre les droits de l'homme pour la vie et par la vie, notamment par cette opération Campus propre.
et par le don de sang. Chaque acteur doit apporter sa touche, qui a une cartographie du campus qui permet à chaque acteur de pouvoir jouer sa partition. Autre décor, le restaurant universitaire. Ici, on donne un peu de soi pour sauver des vies, la collecte de sang. Nous sommes à la phase expérimentale, ici à l'université de Lomé, dans le respect des mesures barrières, afin de trouver des poches et mettre à la disposition des malades. Et surtout, en période de fin d'année, à l'approche des fêtes, il y a toujours une pénurie qui sévit. Et c'est pourquoi nous sommes encore ici, afin de pouvoir sensibiliser la communauté universitaire à pouvoir faire ce don de sang. On peut se retrouver dans des cas où c'est une personne de notre propre famille qui est en difficulté et a besoin du sang. Et donc, j'ai pensé que ça serait une bonne chose d'avoir au moins une personne dans la famille qui fait ce geste. Donner le sang, c'est un devoir citoyen. Chacun de nous doit le faire. Environnement et santé, deux thématiques d'actualité qui ont retenu l'attention de la famille universitaire en ce début de la rentrée académique 2021-2022. La reine de la beauté togolaise sera connue dans quelques heures. Tout est fin prêt pour cette grande soirée glamour, strass et paillettes. Mais pour avoir accès à la salle de spectacle, il faut présenter sa carte de vaccination contre le Covid-19 ou un test PCR négatif qui date de 112 heures. Quelles dispositions le comité d'organisation Miss Togo a mis en place à cet effet? Yata Aratem y a fait un tour. Regardez. 25 candidates, une couronne. C'est l'affiche de l'élection Miss Togo 2021-2022. Et pour cette 26e édition, la particularité, une célébration en pleine pandémie. Pour permettre aux Togolais de renouer avec ce concours de beauté, le comité prend des dispositions. Au lieu de 5000 places, le Covid-19 force la main. C'est plutôt 900 places, voire 1000 au maximum. Et ce n'est pas tout. Nous avons déployé des dispositifs. Le premier dispositif qui va assurer la couverture sécuritaire de l'événement, qui est déployé un peu plus en avant, à 100 mètres de nous, pour assurer la couverture sécuritaire, s'assurer que les personnes qui vont arriver ne soient pas troublées par d'autres individus mal intentionnés. Vous verrez un autre dispositif composé du personnel du groupe mixte de surveillance anti-Covid qui assurera la couverture sécuritaire, qui aura pour tâche de contrôler les passes vaccinaux des participants à l'événement. Et sont autorisés à vivre ce moment les détenteurs d'un pass vaccinal ou d'un test PCR négatif en main ou fait sur place. En acceptant faire le test, et pour moi c'est tout d'abord me protéger et protéger tous ceux qui vont participer à cet événement. Et pour moi ça donne plus de crédibilité et d'assurance. Les candidates n'ont pas dérogé à la règle. Pour être Miss, il faut être négative. Vu la situation actuelle sanitaire dans laquelle nous vivons, il est important de prendre le vaccin pour se protéger du Covid-19. J'invite la population togolaise à prendre son vaccin parce que c'est vraiment important. Ce n'est pas pour la politique, rien de tout ça, mais c'est pour nous protéger nous-mêmes, pour avoir une bonne santé, pour ne pas attraper le Covid. Pour s'assurer du bon déroulement du contrôle sanitaire mis en place, le comité de gestion veille au grain. On était là depuis hier et aujourd'hui en plus. Donc ce matin, nous allons nous charger pour le test les membres du comité d'organisation. Et ensuite, l'après-midi, quand les invités vont commencer à venir, eux aussi, nous allons les faire le test antigénique. Nous avons des infirmiers qui sont là. Les vaccins aussi sont disponibles. Un satisfait du côté du comité Miss Togo. Toute personne qui devrait pouvoir avoir accès à la salle doit être munie ou d'un pass sanitaire ou d'un test PCR négatif de moins de 72 heures ou le dispositif de la salle que vous-même vous voyez pour le test antigénique avec la chance pour la personne d'être négative. Nous avons donc prévu aussi des injecteurs automatiques de gel, plus évidemment le conseil que nous prodiguerons aux spectateurs de ne pas laisser tomber leur masque. Avec Miss Togo, le Togo renoue lentement, mais sûrement, avec les activités culturelles étouffées par le Covid-19. Un nouveau départ, mais dans le respect des mesures barrières.
Et à propos justement du Covid-19, à ce jour, samedi 11 décembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 26 389, 17 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 941, 4 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 205. Et le nombre de décès est de 243. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. À l'étranger, après plus de 20 heures d'audience sur l'affaire Madougou au Bénin, l'opposante béninoise et ancienne garde des Sceaux, Rekia Madougou, a été reconnue coupable de complicité d'actes terroristes par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Elle est condamnée à 20 ans de prison. Le 8 mars, l'opposante béninoise et ancienne ministre de la Justice, Rekia Madougou, a écopé ce samedi de 20 ans de prison pour terrorisme devant un tribunal spécial à Porto-Novo, la capitale du Bénin. Après plus de 20 heures d'audience, l'opposante âgée de 47 ans a été reconnue coupable de complicité d'actes terroristes par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Mise en place en 2016, ce tribunal est accusé d'instruments juridiques du pouvoir pour museler l'opposition. 4 jours plus tôt, il condamnait un autre opposant à 10 ans de prison pour complot. L'ancienne garde des Sceaux, dont la candidature à l'élection présidentielle du 11 avril avait été rejetée, est incarcérée depuis le mois de mars à Cotonou. La politicienne est accusée d'avoir financé une opération visant à assassiner des personnalités politiques pour empêcher la tenue du scrutin et déstabiliser le pays. Ses avocats déplorent un coup monté. Retour au Togo, et je vous l'annonçais en début du journal, les ultimes adieux à l'ancien Premier ministre Maître Yaovi Madji Agboibo, décédé le 30 mai 2020. L'illustre disparu a été conduit à sa dernière demeure ce jour dans son village natal à Kouvé, dans le Yoto. Un hommage national empreint d'émotion lui a été rendu sur place en présence des membres du gouvernement et des présidents des institutions de la République. Ulrich Amega. Il fait jour à Kouvé. Une journée pas comme les autres, une journée de tristesse. Dans la cour royale, à l'extérieur, de près et même de loin, cela s'exprime sur les visages. Le canton de Kouvé a perdu son digne fils, Maître Yaovi Madji Agboibo. 8h30, filles et fils de Kouvé, tous en rouge-noir, rassemblés pour rendre hommage à un des leurs. Membre du gouvernement, président des institutions de la République, haute personnalité d'ici et d'ailleurs, amis, collaborateurs, parrains proches, se rappellent de l'homme politique, du citoyen, de l'humaniste. Débordé d'amour pour le Togo démocratique, gage de paix et de prospérité partagée, Maître Agboibo ne s'est jamais dérobé de ses nobles convictions. Entre lui et le Togo, c'est plus qu'une passion. nous que tu as pris le soin d'élever, nous pourrons témoigner de ta force de caractère, de ton refus de la compromission, de ta foi en l'homme et de ton amour pour le Togo. Papa, après les nombreux témoignages entendus après ton décès, nous avons relevé tout particulièrement celui-ci. Maître Yaovi Agboibo est une école à laquelle tous les Togolais doivent s'inscrire. Des souvenirs à jamais gravés dans les mémoires. Maître Yaovi Madji Agboibo, c'est la perfection, c'est le sens de la rigueur. Homme de combat, serviteur d'État, l'homme a su en tout cas influencer son temps. Sa volonté de dénoncer les violations et de combattre l'injustice, quelle qu'elle soit, et d'où qu'elle vienne au sacrifice de sa vie des fois. Sa capacité et son don à convaincre par des arguments ont permis à nos populations de gagner beaucoup d'espace de liberté et de hisser notre pays dans le firmament des nations qui ont très tôt compris que tout programme de développement qui ne tienne pas compte de la dimension des droits humains est voué à l'échec. Chers enfants, séchez vos larmes. Chers frères, chères sœurs,
et proches, calmez vos douleurs. Le corps judiciaire, la grande famille judiciaire, a perdu un des plus valeureux, grands juristes, talentueux de nos salles d'audience. N'est plus. Le Togo perd un grand homme de valeur et de principe. Le gouvernement togolais le lui reconnaît d'ailleurs. L'hommage qui lui est rendu en ce jour en dit long sur ce vaillant serviteur de la République. Le gouvernement tient à saluer l'engagement et les combats politiques menés par ce vaillant homme qui a été leader du Comité d'action pour le renouveau, fondé par lui-même depuis 1991. Il était un acteur majeur de la scène politique togolaise. Il a su exercer sa mission avec un sens élevé du devoir, notamment en établissant des liens empreints de courtoisie et de respect mutuel avec le chef de l'État. L'engagement, les luttes épiques pour la libéralisation politique, la tenue de la conférence nationale lui doivent une immense contribution. De manière solennelle, au nom du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozi-Mna Gnassingbé, et du gouvernement, adresser les sincères condoléances à la famille éplorée, ainsi qu'à ses amis et à tous ceux qui l'ont connu. Des hommages suivis d'une messe d'enterrement qui marque la fin d'un voyage terrestre qui a duré 77 ans. Le bélier noir est inhumé dans l'intimité familiale. Il repose à jamais auprès de ses ancêtres, ici, à Couvé. A signalé également que le chef de l'État, Faure Essozi-Mna Gnassingbé, est arrivé en début de soirée à Abuja, au Nigeria, où se tient demain dimanche le 60e sommet ordinaire de la CEDEAO. À l'ordre du jour, la situation au Mali et en Guinée, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. La monnaie unique sera également évoquée. Et on termine ce journal avec la grande soirée du concours Miss Togo. C'est tout à l'heure à 21h en direct sur la télévision togolaise. Ramdan Bassina est déjà sur place. Alors, bonsoir Ramdan. Quelle est l'ambiance qui prévaut à ton niveau? Oui Nadège, bonsoir. Nous sommes ici à l'hôtel du 2 février où dans quelques instants, les 25 candidates vont faire leur prestation ici à l'hôtel du 2 février. Et les premiers spectateurs se bousculent déjà au portail ici à l'hôtel du 2 février pour assister à cet événement qui, ça fait depuis 2 ans, n'a plus eu lieu. Et dans les coulisses, les Miss se préparent pour cet événement qui s'annonce déjà une grande fête. Cet événement culturel rassemble les plus belles créatures du Togo et la fête s'annonce très belle. Merci Ramdan Bassina et que la meilleure gagne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.